Salut tout le monde, bienvenue à mon podcast Parler haut. C'est le deuxième épisode, il est consacré aux personnes qui sont passionnées de quelque chose. Alors aujourd'hui, je reçois une personne qui m'est très chère, Oumeima, une très bonne amie à moi. Comment ça va, Oumeima? Ça va très bien, et toi? Écoute, merci d'être venue. Merci à toi pour m'avoir invité. Écoute, c'était la moindre des choses. Alors dis-moi, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous écoutent? Alors, la fameuse question. Ouais. Je ne sais jamais répondre à cette question. Ouais. Justement, c'est un peu la discussion qu'on a eue. C'est que c'est Ouais. très difficile pour moi de me présenter. Je pense que je suis venue sur cette terre pour déconstruire ce qu'on nous dit qu'on est, pour découvrir qui je suis réellement. Donc c'est très difficile pour moi de dire qui je suis réellement parce que ce serait me mettre moi-même dans des cases et me coller moi-même des étiquettes. Mais bon voilà, pour ne pas rentrer dans des débats philosophiques très profonds, je vais dire que j'ai différentes casquettes, mais les principales casquettes que je porte sont celles de la prof et la formatrice et celle de l'artiste qui est au service du bien-être. D'accord. Voilà. On va commencer d'abord par la première casquette, celle que tu viens de mentionner. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours en tant que prof et formatrice? Je dirais plutôt formatrice. Ouais, alors en tant que... Là, ça fait... La dernière fois, je comptais, là, il y a quelques jours, ça fait quand même au moins 12 ans que je suis dans le monde de l'éducation, on va dire. Ouais, quand même, hein. Oui. T'es sûr que ça fait 12 ans? J'ai l'impression que c'est un peu plus. Non, ça fait 12 ans. 12 ans? Ça fait 12 ans. D'accord. L'enseignement, c'est une passion. Hein. Ça n'a jamais été un métier. Depuis toute petite, je savais ce que je voulais faire. D'accord. Et quand j'ai commencé à enseigner, je savais que j'allais pas rester en classe toute ma vie. Je savais que j'étais faite pour autre chose. Et avec les années, je pense que je me suis découverte une passion pour l'accompagnement de mes collègues. Et c'est ce qui m'a poussée à me spécialiser un peu plus dans la formation des formateurs. Je pense que les années d'enseignement que j'ai eues m'ont permis de transmettre à mes élèves, mes apprenants, tout ce que j'avais envie de leur transmettre, mais que ce qui donnait plus sens à ma vie, en tout cas à ce moment-là, quand j'avais décidé de me pencher sur la formation des formateurs, c'était parce que je voyais combien mes collègues souffraient et se sentaient seuls aussi dans la pratique de la classe. Et j'avais envie d'apporter quelque chose de plus que une idée ou une astuce partagée par une simple collègue. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé mon aventure dans la formation des enseignants. Et maintenant, ça fait 12 ans. Oui. D'accord. Très bien. 12 ans dans le monde de l'enseignement, mais pas en tant que formatrice de formateur. Ouais. Formatrice de formateur, on va dire, allez, ça fait peut-être 5 ans, je crois. Ok. Et qu'est-ce qui te plaît, en fait, disons, est-ce que c'est le fait d'aider ou c'est plus le fait de transmettre quelque chose, en fait? Qu'est-ce qui te plaît dans l'enseignement, en fait? Je ne dirais ni aider, ni transmettre, je dirais accompagner. D'accord. Accompagner, aider, voilà, préparer le terrain, montrer les possibilités et laisser chacun trouver son propre chemin, en fait. D'accord. Alors, et la deuxième casquette qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, la musique fait partie de ma vie depuis toute petite aussi, un peu tout comme l'enseignement, on va dire, et l'intérêt pour la langue française. Il y avait le même intérêt pour la musique. Mais il y a eu une période où j'ai justement étudié la musique, j'avais fait plein de cours, solfège, guitare, batterie, chant. À quel âge? J'étais, je pense, au collège. Alors, je me souviens pas du tout de l'âge précis, mais j'ai commencé quand j'étais au collège. Et j'ai arrêté au bac parce que j'arrivais plus à allier mes études et la musique. Tu étais inscrite au conservatoire, c'est ça? Oui, ouais. Tout à fait. Alors au départ, je voulais pas du tout. J'étais obligée. D'accord. Mais on va dire que c'est comme ça que la rencontre, surtout avec le chant, s'est faite. Que m'inscrire au conservatoire pour étudier la musique a été comme le chemin prédestiné à faire, même si je le voulais pas et que je l'ai fait au départ malgré moi, pour faire plaisir à ma mère. Mais oui, il faut le dire. Mais c'est comme ça que j'ai découvert que j'avais une voix et que je pouvais l'utiliser autrement que ce que je savais faire à l'époque. D'accord. Bon, après, il y a eu une coupure, presque un rejet aussi, de faire de la musique et de chanter. Et il y a quelques années, il y a un retour vers ça parce que je pense que c'est quelque chose que j'ai réprimé pendant longtemps, mais qui est important pour mon propre équilibre. Et aujourd'hui, ça a peut-être beaucoup plus de sens pour moi d'utiliser mon art dans des cercles intimes et d'utiliser ma voix pour montrer aux autres comment utiliser aussi leur propre voix pour se faire du bien. Et pas pour performer. Parce que je pense que mon problème a été beaucoup plus la performance qu'autre chose au départ. Vincent, est-ce que tu te souviens le jour où tu as découvert que tu avais une voix qui pouvait plaire aux autres?
Je me souviens très bien. D'accord. Je savais pas que j'avais une voix qui pouvait plaire aux autres. Au conservatoire où j'étais inscrite, j'étais très proche d'un membre du personnel. C'était lui qui gérait l'empreinte des instruments. Et j'admirais énormément sa voix. C'était aussi D'accord. un artiste et un chanteur et j'admirais énormément sa voix. Il chantait tous les classiques de la musique orientale. Et il Ah, aimait faire ça dans les couloirs du conservatoire. Et il y avait comme une sorte de dialogue entre lui et les élèves du conservatoire à travers le chant. Et donc moi, j'étais là sur un banc en train d'attendre et lui passe devant moi et puis il chante une chanson devant moi et moi je lui réponds. Et quand je lui réponds, il continue, puis il fait demi-tour, il revient vers moi, il me dit attends, répète ce que tu viens de dire. Et je lui dis je me suis trompée dans les paroles, je suis désolée. Il me dit non, c'est pas les paroles, vas-y, rechante-moi cette partie-là. Et quand je chante cette partie-là, il me dit mais pourquoi tu fais pas de chant? Je dis bah non, moi je chante pas. Il me dit mais si. Je dis bah non. Et donc ce jour-là, on va voir le chef d'orchestre du conservatoire qui m'écoute. Et c'était une expérience assez stressante parce que du coup, je me suis retrouvée c'est le chef d'orchestre et de la chorale. Il gérait donc à cet instant-là la chorale. Et je me retrouve à chanter face à ce grand monsieur qui était aveugle. ah, Et carrément. donc, qui a une oreille qui est encore plus développée. Et c'était un coup de pression pour moi parce que je savais pas, c'était un exercice qui n'était pas du tout simple. Donc j'avais peur, forcément, parce que c'est J'imagine, la ouais. première fois que j'exposais ma voix Ouais. devant des gens et autant de personnes. Et donc ce prof me dit clairement, ouais, il y a du travail à faire, mais il y a quelque chose, D'accord. il y a un potentiel. Et c'est Ouais. comme ça que j'ai commencé les cours de chant. Ah, carrément, bah, c'est une très belle histoire. Alors, dis-moi, justement, après le conservatoire, est-ce que tu te souviens de ta première expérience où tu as fait usage de ta voix pour justement chanter ou partager un moment de détente ou... Alors, chanter devant des gens, je pense que Ouais. je l'ai fait, là, ce qui me revient dans mes souvenirs, devant des gens, ça a été pendant mes examens de cours de chant. Ah ouais, carrément. Ok, très bien. Mais devant un public, pour être honnête, j'ai pas forcément un souvenir clair de quand est-ce que ça a commencé, mais je sais que ça a toujours été très challengeant pour moi. Donc, je saurais pas te dire à quel moment j'ai repris. Je me souviens plus d'avoir arrêté à un moment. Est-ce que ta famille t'a poussé à continuer à chanter ou tu l'as fait de toi-même en fait, après Alors, le ma famille ne m'a conservatoire? jamais dit de chanter ou de ne pas chanter. D'accord. Mais j'ai une famille très très exigeante Hmm. au niveau de la musique. C'est ma famille qui m'a transmis la passion de la musique. J'ai grandi avec tout type de musique autour de moi et ma famille, Hmm. elle est assez diversifiée, on va dire, dans les styles et les goûts musicaux et elle est très connaisseuse aussi dans la musique. Donc c'était aussi quelque part une responsabilité, un poids. Et j'ai eu aussi des enseignants qui étaient très exigeants, ce qui m'a aidé à progresser rapidement, mais ce qui me mettait aussi un autre type de pression. On m'a beaucoup poussé, de la part de mes enseignants par exemple, on m'a beaucoup poussé à aller faire des compétitions, ce qui ne me parlait pas du tout. Et du côté de ma famille, on m'a beaucoup plus poussé à finir mes études, à réussir mes études, à ne garder la musique que comme passion. Donc voilà, j'étais un petit peu étirée par les deux. Et puis, comme je le disais au début, moi, enseigner, ça a été très clair pour moi. C'est un rêve d'enfant et j'étais vraiment très concentrée sur ça. Donc, jusqu'à l'âge adolescent, jeune adulte, pour moi, ma mission, c'était de devenir prof. D'accord. D'accord. Et du coup, tu as mis un petit peu de côté La musique la et musique. l'art en général, ouais, D'accord. Quel a été le point de bascule en fait? Qu'est-ce qui t'a repoussé à à y te relancer, retourner. ouais, à y retourner? Bah, Parce que tu t'es lancé dans tout ce qui est formation, alors qu'est-ce qui s'est passé? alors, ça m'a jamais quitté, ça m'a jamais vraiment D'accord. quitté. J'aimais bien faire des karaokés avec des Ah, amis, d'ailleurs, je m'en souviens, tu te souviens? avec Ouais, mes ouais, élèves, ouais, je me avec rappelle. mes collègues. Ouais, ouais, J'aimais bien faire ça et inviter justement l'art aussi dans l'enseignement et dans la formation. ouais, Donc ça m'a jamais vraiment quitté complètement. ouais, Maintenant, moi, me reproduire devant des gens et chanter devant des gens qui vont juste m'écouter, moi je vais comme me performer devant eux, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire il y a très peu de temps. hmm. Je pense il y a, allez, peut-être 3 ans. Ah ouais, quand Ou même, hein. même moins, je crois, ouais, Hmm. 3 ans ou moins, où j'ai vraiment où j'ai chanté devant un groupe de personnes, on va dire. D'accord, Mais c'était dans un cadre très bienveillant, c'était un cercle intimiste, on avait déjà fait toute une retraite ensemble. d'accord. Voilà, il y avait une certaine alchimie avec les musiciens, ce qui fait, ça a été très, très facile d'y revenir. Et je pense que c'est aussi le travail que j'avais commencé à faire sur moi Mhm, pour justement, toute cette remise en question que j'ai vécue hmm. par rapport à ma vie et à ce que je faisais de ma vie, qui m'a poussée à aller travailler sur moi-même et sur mon bien-être et aller vers la thérapie, à penser à une reconversion, etc., qui a rappelé en moi, qui a ravivé cette flamme
Et cet intérêt, cette passion de la musique et de la voix, et qui m'a menée durant ces 3 dernières années à proposer aujourd'hui des voyages sonores où j'utilise ma voix comme un outil parmi d'autres pour aider les autres à se relaxer, à méditer, à voyager, etc. Alors, durant ta période d'introspection, est-ce que tu as fait appel à des professionnels, justement? Oui. Tu m'as dit que tu Alors, est-ce avais... que j'ai fait appel moi-même? Je pense que la vie a mis sur mon chemin des professionnels, voilà, plein de thérapeutes et de facilitateurs d'espaces de bien-être et de guérison. Je vais dire ça un peu comme ça. Et je pense que j'ai eu beaucoup de chance juste parce que je pense qu'on a tous la chance. Quand on décide d'ouvrir cette porte-là, on est... Quand on fait attention aux petits détails, quoi. Voilà, quand on accepte de voir, on est servi. Et les choses viennent à nous. Et je pense que voilà, j'ai enchaîné les opportunités, chaque chose m'a mené vers une autre. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé de fil en aiguille jusqu'à ce que je me retrouve aujourd'hui où je suis. Je suis passée d'une période où je refusais complètement ma vie ancienne, c'est-à-dire l'enseignement, la formation, tout ça, le pays où je vis, mais vraiment j'avais un besoin de changement radical dans ma vie, à un point aujourd'hui où je me dis, en fait, il y a moyen de créer des ponts entre mes deux mondes. Il y a moyen d'être ici, de réaliser des choses, mais ça ne m'empêche pas d'aller aussi découvrir ailleurs, etc. Donc, je pense que cet accompagnement durant tout ce temps, et je continue de me faire accompagner parce que je pense que c'est important. On ne se fait pas accompagner que quand on va pas bien, mais aussi quand on va bien. Ouais, c'est un processus continu. C'est un processus continu. C'est pas quelque chose qu'on fait parce qu'on est malade ou parce que ça va pas. Il faut apprendre. Je pense qu'il faut qu'on apprenne tous à anticiper le ça va pas. Donc voilà. Mais disons que la musique, si je comprends bien, fait partie de ta thérapie. Oui. Et de quelle manière? La musique m'a toujours fait du bien. Je pense que la voix, j'ai 2 disciplines dans ma vie qui m'ont beaucoup aidée à me sentir bien. L'écriture et ma voix. D'accord. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a tous. Enfin, je pense que le frein moi, si je me mets à chanter, il va pleuvoir. Et on a une voix, c'est ça que je veux dire. Ouais. Je ne dis pas forcément chanter, mais je dis qu'on a une voix. Et notre voix, par défaut, nous fait du bien. Je pense que la musique, il y avait aussi énormément de freins parce que j'arrivais pas à trouver l'instrument qui me parlait réellement. Je voulais faire de la percussion, comme je disais, j'ai fait de la batterie, mais j'avais pas de batterie à la maison, je pouvais pas m'entraîner, donc c'était contraignant. Donc j'étais un peu frustrée. Ma voix, non, je l'ai tout le temps et je peux l'entraîner tout le temps et je peux l'explorer tout le temps. Et c'est comme ça que j'ai appris à l'explorer autrement. Pas en tant que voix pour performer, aller chercher la technicité, etc. Alors, il n'y a pas de mal à ça. Aujourd'hui, je continue aussi de faire ça. J'aime bien aller travailler même à ma voix et apprendre de nouvelles techniques, essayer d'évoluer, etc. Mais je suis beaucoup plus bienveillante et beaucoup plus ouverte aussi au moment où je fais une fausse note ou au moment où il y a quelque chose de très intuitif qui veut sortir, etc. Je l'accueille de façon différente. Je suis beaucoup moins dans le contrôle, on va dire. D'accord. Mais comment tu pourrais décrire ton style musical, en fait? Oh, j'ai pas de style musical. D'accord, ok. J'ai pas forcément de style musical, mais je sais qu'il y a quelques années, maintenant, j'ai pris la défense. En tout cas, quand j'ai repris le travail sur moi et que j'ai décidé de rentrer dans le monde du bien-être et de me former aussi pour pouvoir accompagner comme je le peux, j'ai décidé d'arrêter d'écouter de la musique. Carrément. Il y a des chansons qui me parlent encore aujourd'hui. Enfin, je fais en tout cas très attention à ce que j'écoute parce que la musique, ça a été prouvé scientifiquement, elle a un impact sur nous, sur notre inconscient. Elle vient vraiment laisser une empreinte très profonde qui peut nous impacter aussi dans l'avenir, dans notre comportement, dans notre relation avec les autres, etc. Et aujourd'hui, je suis très, très vigilante par rapport à ça. Ce que j'écoute majoritairement et ce que je chante, c'est des chants... ce qu'on appelle un peu les chants sacrés, où c'est des chants spirituels qui vont me relier avec la nature, avec le divin, avec tout ce qui est sacré autour de nous, avec la vie, on va dire. On va dire que... ça ne veut pas dire que je n'écoute plus de musique normale ou industrielle, on va dire, mais si, bien sûr, j'apprécie encore, ça m'arrive encore de chanter certaines chansons, de les écouter, etc. Mais pas autant qu'avant. D'accord. Donc, si je comprends bien, selon toi, la musique peut avoir un impact sur notre comportement. Ah oui, oui, un impact sur nous, sur qui on est. D'accord. Est-ce qu'on peut devenir violent à cause de la musique, peut-être? Oui, ça plaît. C'est même pas mon avis. Hein. C'est vraiment, il y a des études scientifiques qui ont montré l'impact des vibrations et des fréquences sur les humains. D'accord. Bon, je ne sais pas si tu seras en mesure de nous le dire, mais est-ce qu'il y a des musiques que tu pourrais peut-être interdire ou déconseiller à écouter, par exemple?
Je ne vais pas interdire, moi j'aime bien dire aux gens, juste faites Voilà, c'est attention à pour ce que ça vous que j'ai écoutez. rectifié le tir. Je veux dire, déconseiller peut-être. Moi, je ne me sens pas légitime pour dire aux autres ce qu'ils doivent ou ne doivent pas faire, mais j'aime bien inviter les gens à réfléchir. La preuve est quand on écoute par exemple une chanson triste, ça transforme notre être tout de suite, on devient très rapidement triste, mélancolique, Ok. on vit un chagrin et on ne comprend pas pourquoi on est dans ce chagrin-là. Ben, c'est comme une mémoire qu'on crée aussi, parce qu'à chaque fois que je vais écouter cette musique-là, ce son-là, ou peut-être une musique qui se rapproche, ben, ça va réveiller cette émotion en moi. Je ne dis pas que l'émotion est négative, pour moi il n'y a pas d'émotion négative, mais est-ce que j'ai vraiment besoin à ce moment-là d'écouter une chanson triste? Du coup, j'invite un peu plus à la pleine conscience dans tout ce qu'on fait, mais aussi quand on écoute de la musique. D'accord. Alors, où est-ce que tu veux en venir lorsque tu dis pleine conscience? C'est-à-dire être présent avec tout ce qu'on fait. Et de quelle manière on peut être présent en écoutant de la musique? Bah, quand tu écoutes une musique, tu n'écoutes pas une musique je sais pas, en marchant sans écouter les paroles ou en les apprenant. Enfin, même moi aujourd'hui, je me surprends à chanter des chansons que je chantais quand j'étais ado et je me dis, mais comment j'ai fait pour apprendre ça? Mais pourquoi je chante ça? C'est parce que j'étais pas très présente, je ne comprenais pas forcément les paroles à cette époque-là, j'avais pas cherché à les comprendre en tout cas, et je répétais bêtement ce que j'écoutais à ce moment-là. Aujourd'hui, je le fais avec conscience, c'est-à-dire que quand j'écoute une musique, j'écoute surtout les paroles, je vois ce que ça crée dans mon corps aussi, est-ce qu'il y a des tensions qui se créent, est-ce qu'il y a... C'est ça la pleine conscience. Mais ça, c'est dans tout ce qu'on fait, hein, même quand on mange, quand on marche, être juste présent avec son corps, parce qu'il nous envoie des signaux, et ne pas être présent, c'est ignorer ces signaux-là. D'accord, très bien. Alors, tout à l'heure, tu avais soulevé un point très intéressant, tu avais parlé de la pleine conscience. Et tu avais parlé de technique, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous en parler? De te parler de quoi exactement? Technique, justement, est-ce que tu as des techniques ou des astuces pour avoir cette pleine conscience lorsqu'on écoute de la musique, par exemple? Bah, être en pleine conscience, c'est juste être présent. Enfin, les gens qui pratiquent la méditation, ou qui font du yoga, mais je pense que c'est stéréotypé aujourd'hui, la pleine conscience et le bien-être, et limité à ça. Si je veux être présent avec moi-même, je suis obligée d'être assis en tailleur et de fermer les yeux et de rester dans le silence et de créer le vide dans ma tête. Alors que c'est pas du tout ça, la pleine conscience. La pleine conscience, c'est être observateur de ce qui se passe aussi dans mon corps. C'est être capable d'être là comme je le serais, j'ai envie de dire, comme je le serais pour un ami qui est là et qui me parle de ce qui se passe dans sa vie, parce qu'il a besoin de mon écoute active. Bah, pour moi, la pleine conscience, c'est d'être en écoute active de ce qui se passe dans son corps. Moi, je suis ma propre amie et je reste présente pour moi-même pendant un instant, pendant un moment, que je me consacre à moi. D'accord. Ok. Et est-ce vrai que la musique peut nous faire voyager, par exemple, aller dans d'autres dimensions, entre guillemets? Oui, oui, clairement. D'accord. Tu t'es déjà trouvé dans cette situation? Oui. Est-ce que tu Oui, peux nous oui, raconter ce voyage? le son en général, il peut nous transporter. Hein. Il y a aussi dans beaucoup de traditions, enfin, j'ai envie de dire toutes, hein, traditions ancestrales, on trouve beaucoup l'utilisation du son, du corps et de la voix comme des moyens de transe. Donc oui, clairement, on peut voyager en écoutant de la musique ou en dansant. On peut aller explorer autre chose. Ça peut être justement un état aussi méditatif. Si je ne pars pas complètement en transe, ça peut faciliter en tout cas l'entrée dans des états de conscience modifiés. Et un état de conscience modifié, c'est que je suis entre le conscient et l'inconscient. Je ne suis pas complètement conscient, mais je ne suis pas complètement inconscient non plus. Je sais que je suis là, je suis présent, je fais ceci, cela. Mais en même temps, je flotte un peu dans l'air. Et ça permet de créer le calme, de relaxer le corps, d'avoir du coup, de gagner un peu plus de clarté. D'accord. Parce que c'est un état de présence avec soi-même. Et donc d'explorer et de voyager ce qui vient se présenter à nous à ce moment-là. D'accord. Dis-moi, est-ce que c'est vraiment à ce moment-là, est-ce qu'on peut appeler ce moment-là le moment de béatitude? C'est un moment de béatitude ou pas? Parce que j'ai lu beaucoup d'ouvrages là-dessus. D'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as lu, le moment présent de Edgar. Non, je n'ai pas lu. Non, c'est un excellent livre. Alors être présent ou être en méditation ou aller dans des séances de thérapie ou de voyage sonore pour se relaxer, pour laisser venir, enfin pour se laisser traverser parce qu'il y a envie de nous traverser, pour moi n'est pas forcément un moment de béatitude. C'est pas un moment facile, toujours. C'est pas lié à ça. Ça peut être un moment dérangeant. Ça peut être un moment qui nous chamboule un petit peu, qui nous fait travailler parce que ce qui a envie de venir va venir à nous. Et ce n'est pas forcément le calme et la relaxation qui vont venir. Alors il y a
forcément beaucoup de gens qui vantent leurs séances comme des moments de calme et de paix profonde, etc. Moi, je l'assume complètement quand je tiens des espaces, quand j'ouvre des espaces pour les autres. Je ne suis pas là juste pour créer le calme et la sérénité. Je suis là pour tenir un espace pour ce qui a envie d'émerger, émerge. Et ça peut être des souvenirs parfois douloureux, ça peut être des émotions qui n'ont pas été vécues à un moment, qui demandent à être vécues à ce moment-là et qui nous traversent. Et c'est ça, observer ce qui se passe. Observer et être vivant, ce n'est pas être tout simplement tout le temps calme et joyeux. C'est aussi savoir rester ancré, j'ai envie de dire. Et j'ai des mots qui me viennent en anglais. Ancré et steady, parce que dans ces moments qui viennent un peu nous chambouler, je bouge pas, je suis là, même quand il y a une tempête autour de moi. Et c'est ça pour moi, arriver à ces moments de béatitude, de paix. C'est que même quand le chaos m'entoure, je peux me reconnecter à cet espace de paix en moi parce que je sais comment y aller et où aller le chercher. Mais justement, est-ce qu'il y a des instruments en particulier qui peuvent produire les sons qui peuvent faciliter le voyage sonore dont tu viens de parler? Et il y a plein d'instruments ancestraux sacrés. Bon, les plus connus, par exemple, au moment du bien-être, c'est les bols tibétains. Mais il n'y a pas que ça. Mais j'ai envie de dire, juste rappelons-nous ce que faisaient nos ancêtres avant. Ils tapaient sur n'importe quel instrument, ils les fabriquaient de matières qui venaient de la nature, de bois, de peaux d'animaux, etc. Voilà, l'instrument le plus connu, c'est le tambour. Et puis même, il y en a plein d'autres. Enfin, la percussion en général, elle a été très présente, mais dans chaque pays, dans chaque culture, on va trouver des instruments ancestraux. C'est des instruments, enfin pour moi, les instruments portent une âme qu'on va solliciter au moment de ce voyage sonore, comme un instrument sacré qui va venir nous aider à faciliter ce moment pour tout le monde. Mais est-ce qu'il y a un instrument qui vaut mieux que l'autre? Ça, non. Pour moi, non. Moi, je suis pas d'accord. On peut... Ils se valent tous. Ils se valent tous. Et on peut faire voyager les gens à travers uniquement la voix. On n'a pas forcément besoin d'avoir d'autres instruments. Quand je dis la voix, je ne parle pas d'une personne qui sait chanter, qui a une belle voix, etc. Je pense qu'on peut tous chanter et qu'on peut tous utiliser notre voix avec l'intention. Pour moi, il y a quelque chose de plus important que les instruments et la voix et la personne. Tout ça, c'est juste des outils. Le vrai pouvoir, il est dans l'intention qu'on met dans ce qu'on fait. Bah écoute, Omeima, cet épisode touche à sa fin. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes qui souhaitent avoir cette paix intérieure? Est-ce que la musique est le meilleur moyen ou il y en a d'autres? Il y en a tellement. Tout ce qui nous entoure peut faire du bien. Il n'y a pas que la musique. Je pense que chacun de nous, on est tous des êtres uniques et ce qui marche pour les autres ne marche pas forcément pour nous. Je pense que si j'ai un conseil à donner, c'est d'arrêter de suivre le troupeau et de se trouver son propre chemin à chaque fois, et que c'est pas parce que tout le monde fait du yoga que moi le yoga il va me convenir et je vais pouvoir trouver la paix à travers ça. Il y a des gens qui peuvent reconnecter avec cet espace de paix en faisant du foot, en faisant de la course à pied, en faisant de la musique ou pas, en faisant du dessin, en faisant du théâtre. Ça peut être vraiment moi personnellement, j'ai eu beaucoup de moments, et jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de moments où je me reconnecte avec ma paix intérieure en cuisinant, en prenant soin de mes plantes, en faisant une marche, mais en étant complètement consciente avec ce que je vois, utiliser mes sens, par exemple, autour de moi, en observant des enfants qui jouent. Je me reconnecte avec cet espace de paix en moi. Je pense que chacun doit trouver sa propre clé, et pour ça, il faut explorer. Il ne faut pas hésiter, il faut être curieux et explorer pour trouver ce qui nous fait du bien. Merci encore, Omeima. Merci à toi pour l'invitation. À bientôt.